Le conflit malien et la situation politique et sociale au Togo, deux sujets au centre des préoccupations des présidents ivoiriens, togolais et burkinabés. Les trois chefs d'État ont tenu une rencontre informelle sur ces questions hier et aujourd'hui à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Des détails sur les travaux de cette rencontre dans un instant. Et puis c'est un ouvrage qui devrait donner un coup d'accélérateur au développement de l'agriculture burkinabé. Le barrage de Samandeni en chantier a reçu la visite du chef du gouvernement. Luc Adoltiao est allé constater l'état d'avancement des travaux du barrage. Voilà qui fait la une de l'actualité ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a participé hier et aujourd'hui à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, à une rencontre avec ses homologues de la Côte d'Ivoire et du Togo. Les 2 jours de concertation ont permis aux 3 chefs d'État d'évoquer des sujets comme la guerre au Mali et la situation politique et sociale au Togo. Le point de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Godefroy Bazier. Rencontre tripartite entourée de la plus grande discrétion. La Côte d'Ivoire, le Burkina et le Togo entretiennent d'excellentes relations de coopération et sont décidés à œuvrer en faveur d'une véritable intégration sous-régionale. Le président ivoirien Alassane Ouattara assure la présidence en exercice de la CEDEAO. Faure Eyadema du Togo est le président en exercice de l'UEMOA et le président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans de nombreuses crises qui ont secoué la sous-région. La paix sociale et le renforcement de la démocratie sont appelés donc à être au centre de leurs préoccupations quotidiennes. Il s'agissait en réalité d'une rencontre informelle pour justement passer en revue les grandes questions relatives à la paix, à la stabilité dans notre sous-région. Naturellement, un certain nombre de recommandations ont été faites, en particulier dans le sens de bien tenir les processus électoraux qui, quelquefois, donnent lieu à des incompréhensions et à des tensions entre les parties. Ce genre de rencontres, bien sûr, sont appelées à se multiplier autant que de besoin pour toujours prévenir sur ce qui pourrait arriver. La crise sociopolitique au Togo a également figuré en bonne place dans cette rencontre tripartite. L'opposant historique togolais Gilles Chris Olympio ayant été reçu en audience ce matin par le président du Faso. Vous savez que le président du Faso a été facilitateur dans le dialogue inter-togolais qui a abouti à l'adoption de l'accord global de paix. Naturellement, le processus togolais a retenu l'attention des 3 chefs d'État qui l'ont passé en revue et qui ont recommandé un certain nombre de mesures pratiques visant à rassurer les opinions, à apaiser le climat social de manière à ce que le Togo puisse à nouveau aller à des élections législatives apaisées. Le principal souci des chefs d'État est de réussir des processus électoraux apaisés et que la démocratie soit renforcée de ces rendez-vous. C'est pourquoi les 3 chefs d'État ont fait des recommandations. Les chefs d'État d'ailleurs ont repris un certain nombre de dispositions que les organisations sous-régionales prévoient, à savoir que dans les processus électoraux, un certain nombre de mesures préventives soient prises. Mais au-delà de ces recommandations formelles, évidemment, il y a les contacts qui sont extrêmement importants avec les partis qui souvent sont en désaccord sur un certain nombre de questions et il est prévu que
et le président en exercice de la CEDEAO et celui de l'UEMOA, le facilitateur, puissent en temps opportun parler avec les différents protagonistes. Après plus de 3 heures de huis clos, les présidents ivoiriens, togolais et burkinabés se sont séparés sans faire de déclaration à la presse. Aucun communiqué officiel n'a sanctionné ce mini-sommet de Yamoussoukro. Le mouvement populaire des jeunes MPJ ne veut pas rester en marge du débat politique au Burkina Faso. Au cours de leur assemblée générale, les membres du mouvement ont parlé de l'article 37 de la Constitution et des candidatures indépendantes aux élections municipales et législatives. Des précisions avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le mouvement populaire des jeunes MJP s'invite dans le débat sur la révision ou non de l'article 37. Au cours de cette assemblée générale tenue à Ouagadougou, le mouvement n'a pas caché son point de vue. Le peuple doit décider. Nous estimons qu'en démocratie, il y a quand même des règles qui régissent le fonctionnement d'un pays et d'un État. Pour nous, MPJ, aujourd'hui, nous avons l'intime conviction qu'il faut soumettre le peuple à l'appréciation de cette question. Du reste, notre position, ce n'est pas de dire aux gens d'aller voter le oui ou le non. Nous voulons tout simplement qu'on ait le courage d'accepter pour que les uns et les autres aillent s'exprimer par la voie des urnes afin que ce peuple-là puisse déterminer la vérité. Pour ces jeunes, la candidature indépendante aux élections municipales et législatives doit être acceptée. La rencontre a également été l'occasion d'appeler la jeunesse burkinabé à plus de responsabilité dans son comportement vis-à-vis du reste de la société. Les travaux de construction du barrage de Samandeni ont débuté et se poursuivent. Dans l'ensemble, le chantier avance, mais des inquiétudes existent quant au respect du délai de livraison de l'ouvrage. C'est le constat qu'a pu faire le Premier ministre Luc Adolphe Tiao qui était sur le chantier ce matin. Reportage Karim Sissé. Tronçonneuse en main, ces ouvriers sont de plein pied dans les travaux de déboisement de la cuvette du barrage de Samandeni. Un peu plus loin d'eux, d'autres s'attellent au bétonnage de l'emprise des ouvrages centraux. Il s'agit de la vidange de fonds et de la centrale hydroélectrique. Et pour accélérer les travaux, des projecteurs ont été installés. Quant à la construction de la paroi moulée, le plus dur aurait été fait. Et actuellement, le taux d'exécution des travaux est estimé à 40% et celui de la délocalisation et de la réinstallation des populations est à 60%. Des taux légèrement en deçà de ceux du calendrier initial. J'y étais en juillet 2011. Je suis revenu donc aujourd'hui. Entre juillet 2011 et aujourd'hui, les choses ont assez bien avancé. Mais je dois vous dire sincèrement que j'avais des motifs d'inquiétude. Parce que le taux d'exécution des travaux reste encore bas par rapport au planning initial que nous avons. La mise en œuvre du barrage est prévue pour juin 2014. Et le Premier ministre prévoit prendre des mesures idoines pour pallier toute éventualité. La première des choses, j'ai demandé à l'entreprise de présenter à la direction générale du projet un planning détaillé, donc au moins sur les 12 mois à venir. Et ce planning doit être très précis en matière de mobilisation de ressources matérielles et de ressources humaines. Ensuite, j'ai donc demandé également que l'entreprise puisse être attentive aux questions sociales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener une entreprise de cette envergure si le climat social n'est pas bon. Si les ouvriers ont le sentiment qu'ils ne sont pas bien payés ou ils sont payés en retard, tout ça, ça peut entraîner un retard dans le chantier. Malgré le retard déjà accusé, le chef de l'entreprise chargé de l'exécution des travaux reste confiant quant au respect du délai. Il faut comprendre aussi que les barrages sont faits pour des centenaires. C'est sûr qu'avant 2015, hein, ça je peux vous le garantir à 100, j'ai dit au Premier ministre 110, à vous je vous le dis 150%. Après la visite, Béon Luc Adolphe Tiao s'est rendu à Songalo Daga 3, l'un des sites d'accueil des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni, pour leur offrir des vivres et des moustiquaires imprégnés. Au total, 10 000 moustiquaires et 341 tonnes de maïs seront distribués.
C'est un véritable coup de pouce pour l'opérationnalisation de la décentralisation. Les 3 ministères impliqués dans la mise en œuvre du processus ont bénéficié d'un don de 21 véhicules et 27 motos. Le geste est du programme d'appui aux collectivités territoriales. La cérémonie de remise du matériel avec Frédéric Etienne Bassenga. Le programme d'appui aux collectivités territoriales en adéquation avec les aspirations de l'administration burkinabé. 21 véhicules et 27 motos, voici le matériel roulant constitutif du don qu'il a offert à 3 ministères, à savoir le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, celui en charge de l'administration du territoire et de la sécurité et le ministère de l'économie et des finances. C'est un geste qui vise à renforcer les interventions de ces ministères dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Et ce matériel va nous aider à faire un appui au niveau des chefs de circonscription administrative qui assurent la tutelle rapprochée des collectivités territoriales. Et dans ce sens, nous avons un maillage qu'il faut renforcer et la communication en termes de déplacement reste fondamentale. Je suis très content de ce don que nous venons de recevoir. Nous sommes un jeune ministère qui est en pleine organisation. Ce don permettra donc au ministère d'avoir les capacités opérationnelles pour apporter l'appui, conseil, assistance nécessaire au niveau des collectivités dont nous avons la tutelle. Ce geste a été rendu possible grâce à la Banque mondiale. À travers ce financement, elle veut donner plus d'atouts à ces ministères pour qu'ils puissent réussir leurs missions en matière de décentralisation. C'est un président de comité de pilotage tout heureux de bénéficier d'autant d'appui de la part de la Banque mondiale, qui est un partenaire régulier aux côtés du gouvernement dans la mise en œuvre de ces programmes de politique de développement. Donc c'est pour vous dire que je suis particulièrement content et heureux d'avoir cet appui ce matin au bénéfice des administrations et ministères qui sont impliqués dans la question de la décentralisation au Burkina Faso. Le programme d'appui aux collectivités territoriales n'est pas à son premier don du genre. En janvier dernier, l'ex-ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité avait bénéficié d'un important lot de mobilier. Les pays francophones de l'espace UEMOA réfléchissent sur les réformes à mettre en place pour une éducation de qualité, appuyée par des experts venus des pays d'Europe, du Canada et d'autres parties de l'Afrique. Ils sont réunis autour de la question depuis ce matin à Ouagadougou. Reportage Claudine Bikaba. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD a fait de l'éducation pour tous un élément fondamental auquel de nombreux pays africains ont adhéré. Dans la sous-région notamment, beaucoup d'efforts ont été faits en la matière. Cependant, la qualité de l'éducation est une problématique qui reste entière. D'où cette rencontre des acteurs de l'éducation de l'espace francophone de la CEDEAO, initiée par l'UNESCO. L'idéal et l'objectif, c'est d'aboutir à un consensus autour de certains types de référentiels qui vont conduire non seulement aux modalités qui vont amener à ce que nous puissions former les formateurs. Ça, c'est la partie responsabilité qui reviendrait à la partie enseignement supérieur. Il y a aussi, en tout cas, les maîtres qu'on va former. Il faut les former autour d'un curriculum qu'ils doivent effectivement enseigner. Alors, on pensait que si on a un curriculum basé sur les compétences, il va permettre d'augmenter la qualité des professeurs, des enseignants, pour bien supporter l'enseignement au sein des corps. L'objectif à terme est d'aboutir à une stratégie commune, une synergie d'action en matière de politique éducative et des réformes curriculaires inclus le système LMD dans l'espace UEMOA. Justement, la question de l'éducation sera l'un des combats du nouveau maire de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, porté à la tête du conseil municipal le 7 mars dernier. Ousmane Ouedraogo a officiellement pris les rênes de cet arrondissement ce 25 avril. Sie Sylvestre a assisté à sa cérémonie d'installation.
Grande mobilisation des populations de l'arrondissement 11 de Ouagadougou ce jeudi 25 avril. Personne ne voulant se faire compter l'installation du tout premier maire de l'arrondissement. Au milieu de ces témoins privilégiés, Ousmane Ouedraogo du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, élu maire de l'arrondissement 11 le 7 mars par la majorité des 27 conseillers municipaux, reçoit ses attributs des mains du haut-commissaire d'Ikadiogo. Et tout cela sous le regard de ses pairs et de nombreuses autorités coutumières, religieuses et politiques. À l'entame de son mandat, Ousmane Ouedraogo mesure l'ampleur de la tâche que les attendent lui et son conseil municipal. Pour la plupart, c'est les problèmes de route. Parce que nous n'avons pas plus de 4 km de route bitumée au sein de notre arrondissement. Et également, nous avons le problème d'assainissement et le problème d'infrastructure de base. Et en plus de ça, les problèmes de lotissement naturellement. Vous savez que c'est un arrondissement qui a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes pour les lotissements. J'en suis conscient et je pense que c'est la main dans la main que nous allons pouvoir relever ces défis. Pour relever ces défis, le nouveau maire compte sur la mobilisation des ressources ainsi que sur le concours des partenaires au développement et de l'État central. Il devra aussi œuvrer pour une implication de tous les élus locaux à son programme de société. Le maire, il a un devoir de rassemblement. Il a un devoir de faire en sorte que tous les conseillers participent aux différentes rencontres qu'il va organiser au niveau de la mairie, afin que les projets et les décisions puissent être prises de manière collégiale. C'est en cela que nous allons pouvoir faire aboutir les différents projets qui nous ont été soumis lors donc des compétitions électorales. L'arrondissement 11 de Ouagadougou compte environ 220 000 habitants répartis entre 6 secteurs, du secteur 46 au secteur 51. Le club Toastmaster International s'agrandit avec l'adhésion de nouveaux membres. Ces derniers ont reçu leur charte le 20 avril dernier. L'objectif de ces clubs est d'améliorer les compétences de leurs membres en matière de communication et de leadership. Ramatou Zida et Tanga Kafando. C'est un moment solennel pour les membres des clubs Toastmaster Ouaga Éclat et Ouaga Émergence. Par chemin en main, ils ont désormais la feuille de route pour le fonctionnement de leurs clubs respectifs. La mission commune, permettre aux adhérents de développer des capacités de communication et de leadership à travers des formations. C'est un moment très important pour nous. C'est une reconnaissance officielle au niveau de Toastmaster International, mais nous avons voulu aussi que cette reconnaissance soit nationale. Nous ne nous contentons pas des mots, nous apprenons dans la pratique, en prononçant des discours, en jouant des rôles. À ce gala, prestation de serment, remise symbolique de certificats et d'épinglettes, démonstration de sessions de formation Toastmaster ont constitué les grandes lignes du cérémonial de remise de chartes. Une cérémonie placée sous le parrainage du ministre de la Communication. Cette organisation peut jouer un rôle énorme dans l'encadrement des jeunes, dans le renforcement de leurs capacités pour une meilleure implication aux activités de développement de notre pays. Né en 1924 aux États-Unis, le Toastmaster a été introduit au Burkina Faso en 2003 et compte aujourd'hui 4 clubs. La cérémonie d'installation des 2 derniers nés est placée sous le thème « La parole au service de la paix et de l'unité ». Elle a vu la participation de délégations venues de la Côte d'Ivoire et du Niger. Décédé le 27 avril dernier des suites d'un accident de la circulation, Hussein Koné, précédemment conseiller diplomatique du président du Faso, a été inhumé hier à Tiefoura, son village natal. De nombreux parents, amis et collègues sont allés accompagner le défunt à sa dernière demeure. Moumouni Baro pour le reportage. C'est aux environs de 15 heures que la dépouille mortelle du conseiller diplomatique du président du Faso est arrivée dans son village Tiefoura, localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Banfoura. L'émotion est vive. Collègues, parents et amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Né le 28 mai 1971 à Bobo-Dioulasso, Sifana Hussein Koné est intégré à la fonction publique en 2001 en qualité du conseiller des affaires étrangères après l'obtention du doctorat unique du 3e cycle en droit international de l'environnement. Il a servi à la direction des affaires juridiques et consulaires où il a assuré les responsabilités de chef de service avant d'être nommé en 2006 à la mission permanente du Burkina Faso aux Nations Unies en qualité du 2e conseiller.
Par la suite, il est nommé conseiller juridique auprès du médiateur conjoint ONU-UA au Darfour. Après cette mission, il est investi chef de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui lui a renouvelé sa confiance. Le 17 avril dernier, il sera nommé ambassadeur, conseiller diplomatique du président du Faso. Hélas, le 27 avril, il est fauché par la mort de suite d'un accident de la route. Il était d'un esprit très ouvert, d'un contact très facile. Il était travailleur honnête. Il était plein de vie. Malheureusement, le très haut a décidé de le reprendre et nous l'acceptons comme tel. C'est le destin, c'est Dieu qui a voulu ça. Mais, que voulez-vous? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. On demande à Dieu qu'il se repose en paix. Parce que franchement parlant, on a été tous surpris de l'accident. Mais l'homme propose, Dieu dispose. L'émotion se lie également au sein du gouvernement représenté par son porte-parole. Au-delà du fait qu'il soit un fils de la région, c'est un très grand ami. Vous savez que nous sommes collègues aux affaires étrangères et nous avons fait énormément de choses ensemble. Et c'est que nous avons créé le club des diplomates ensemble, que nous avons créé un journal au ministère des Affaires étrangères ensemble. Et si le président du Faso lui a fait confiance, c'est qu'il était très brillant. Et je pense que c'est fort regrettable. Le défunt laisse derrière lui 2 enfants et une veuve. Il repose désormais ici à Tchifura, la terre de ses ancêtres. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.